Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47. Que retenez-vous des événements en Russie? Humiliation pour Poutine, revers, Prigojine, manipulation. J'aimerais bien vous entendre en fait dans un instant. Et puis il y a aussi l'autre grand sujet dans l'actualité ce matin, c'est Marseille quand même. 3 jours d'Emmanuel Macron à Marseille. Est-ce que c'est nécessaire? C'est de la com? C'est inefficace? Ou à voir? Vous dites... Bon allez, surprise, vous dites c'est de la com. Comment faut-il voir les choses justement? Éric Revel, on a entendu Arlette Chabot déjà ce matin, et puis dans un instant vous serez au 0800. Non mais vous Je plaisante. Oui. Vous avez été claire et précise, ma chère Arlette. Là, on parle de Marseille, Patrick. Oui. C'est la deuxième ville de France. Il y a tous les problèmes dont vous avez discuté avec vos invités ce matin. Le président de la République, quand même, il va pas souvent 3 jours de suite dans non, il va à l'étranger en règle générale. Donc il va à Marseille. Là, quand il prend 3 jours, c'est ça. Il y a le TGV, on peut lui dire que ça met 3 heures simplement. Écoutez, moi je pense que l'exercice est intéressant parce que la ville de Marseille est dans une situation quand même difficile. Et puis, il y a tout le cadre politique, moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, quand même. C'est-à-dire, alors, je sais que Arlette Chabot ne sera pas d'accord avec moi, mais il y a tout ce bras de fer, quand même, entre l'Élysée et la mairie de Marseille, qui a été exposé au grand jour. C'est-à-dire que on sait que pendant ce qu'on appelle le précurseur, c'est-à-dire le voyage en amont pour établir les choses, Benoît Payan et la mairie de Marseille voulaient imposer des choses que l'Élysée ne voulait pas. Il y a une campagne de quel type? Par exemple, le lieu où allait se rendre le président et où Benoît Payan ne souhaitait pas. Le fait qu'il voulait un entretien en tête-à-tête, je ne sais pas si le maire de Marseille l'aura ou pas. Le fait qu'il va y avoir une grande campagne d'affichage, visiblement, qui a peut-être commencé à Marseille. Avec Macron président de tous les Marseillais. Vous voyez, on se dit, mais est-ce que Macron va se présenter à Marseille alors? Donc il y a une espèce de contexte politique. Derrière. Il y a tout ça. Je ne pense pas que l'ambition d'Emmanuel Macron soit de maire de Marseille. Je plaisantais. Mais il y a tout ce bras de fer qui est important quand même derrière. Souvenez-vous que on reproche aussi à Benoît Payan de ne pas être venu entre les 2 tours. Vous vous souvenez de ce grand meeting de Macron à Marseille, de ne pas avoir été là. Payan dit attendez, moi je suis printemps marseillais, je suis la gauche, j'ai pas à soutenir le candidat Macron. Donc il y a tout ça aussi. Et puis il y a quand même les difficultés de la mairie du maire de Marseille. Souvenez-vous que le printemps marseillais s'est fait élire sur 2 choses: 1, la rénovation des logements; 2, l'éducation et la rénovation des écoles, voire la construction de nouvelles écoles. Et heureusement que l'argent de l'État va arriver quand même, parce que Payan a 5 milliards dans le cadre d'une enveloppe de 15 en fait au total avec les collectivités. Mais avec les collectivités. Quand Benoît Payan et le printemps marseillais sont arrivés aux affaires dans la deuxième ville de France, ils ont découvert aussi un état des finances publiques laissé par Monsieur Godin, qui était pour le moins très compliqué. Donc en fait, Payan joue le bras de fer avec Macron, mais Payan a besoin de l'argent de l'État et donc il a besoin du président de la République. Arlette Chabot. Je pense que c'est effectivement compliqué pour Benoît Payan, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'il joue assez bien avec Emmanuel Macron. Le problème, c'est comment fait-il? Parce qu'il est entouré de macronistes, ou en tout cas de convertis. Que ce soit le président de la région, Renaud Muselier, que ce soit Martine Vassal, qui était quand même chez les LR et qui rejoint aussi Emmanuel Macron. Donc, et puis de l'autre côté, il a la gauche, Benoît Payan, puisqu'il a été élu sur une liste de gauche qui rassemblait toutes les gauches dans une ville de gauche. Il ne faut pas oublier que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle il y a 1 an. Donc au fond, il slalome, garder de bonnes relations avec le président de la République, en refusant évidemment de rejoindre le parti présidentiel, cerné sous la pression d'élus de la majorité présidentielle et suspecté par ses amis de gauche de vouloir trahir. Donc c'est quand même une situation très compliquée et c'est vrai que pour l'instant ça marche, ça tient, même si les affiches ont pu choquer un certain nombre de partisans du maire, ces affiches qui annonçaient la venue d'Emmanuel Macron. Mais en tout cas, les promesses, les engagements sont quand même tenus en grande partie sur les renforts de police, de magistrats, des écoles qui se remettent en route. En même temps, ce qui marche pas, c'est évidemment l'éducation et le mode, par exemple, le choix qui serait donné au chef d'établissement de recruter directement
directement les preuves, tout ça, ça marche pas tellement. Donc on est dans l'expérimentation politique et dans l'expérimentation aussi d'un certain nombre d'idées. Bon, on va suivre ça évidemment pendant ces 3 jours. L'autre grand sujet de l'actualité, c'est ce qu'il faut retenir des événements en Russie ce week-end. Nous sommes avec François au 0826 300 300. Bonjour François. Bonjour Patrick, bonjour Eric. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui s'est passé en Russie ce week-end? Est-ce que c'est un coup d'État manqué, c'est une humiliation pour Poutine, un revers pour Prigojine ou une manipulation? Alors moi, en toute modestie d'auditeur, j'aime bien prendre la perspective un peu historique pour donner du relief aux événements. On ne peut pas non plus être garanti qu'il ne s'agit pas d'une manipulation. Alors pourquoi je dis ça? Premièrement parce que c'est quand même assez bizarre et étonnant de voir que Prigojine renonce après seulement 24 heures. Comme si, je pense, connaissant le personnage qui a été jusqu'au bout à Bakhmout, on peut se dire qu'il a renoncé assez tôt, avec une porte de sortie qui avait l'air d'être préparée un peu à l'avance. Deuxièmement, il y a aussi ce qui m'interloque, c'est les services secrets américains qui disaient qu'ils savaient qu'il allait se passer quelque chose. Or, les services secrets, ils étaient aussi là pour dire qu'il y avait des armes de destruction massive lors de la Seconde Guerre en Irak. Vous savez aussi avec l'histoire des vidéos faites sur les couveuses des bébés lors de la Première Guerre. Donc, c'est quand même, ça montre un petit peu qu'on veut manipuler l'opinion mondiale comme si on pouvait prévoir les choses, c'était quand même sous couvert. Donc tout ça ajoute un petit peu un nuage de confusion dans toute la réalité. Et en dernier lieu, on n'est pas à l'abri aussi que ce soit une manipulation, parce que faut se rappeler qu'en Turquie, il y a eu un coup d'État militaire qui a été avorté, qui était un piège tendu par Erdogan pour faire une purge dans l'armée. Donc pour moi, voilà, je pense qu'il faut être assez prudent pour oublier ce qui s'est passé dans l'histoire. Et on aura peut-être la vérité dans quelques temps, mais ça me paraît vraiment suspect que Wagner ait pu se rebeller comme ça, sans que ni l'armée ni le Kremlin soient au courant au préalable. Oui, c'est vrai. Éric Revel, Arlette Chabot. François, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis pas un expert de la Russie, mais devant ce genre de faits historique, il faut être très prudent, si vous voulez, parce que les manipulations de tous ordres vont bon train, qu'elles viennent des États-Unis, de Russie ou d'ailleurs. Je trouve que le parallèle avec ce qui avait failli emporter Erdogan en Turquie est très judicieux. Et sur la position des Américains, on se souviendra quand même que dès janvier dernier, là, 2023, les Américains, plusieurs déclarations, notamment de membres de la CIA, pointaient du doigt le fait que visiblement ça n'allait pas du tout entre Prigojine et Poutine. Donc je ne dis rien, je dis pas, j'en sais rien, mais vous voyez, la prudence est de mise. C'est vrai que j'ai été frappé aussi par la rapidité du renoncement de Prigojine, le fait que, vous voyez par exemple, on dit il y a une colonne qui monte sur cette autoroute qui va de Rostov à Moscou, 1000 km. 1000 km. Très bien, mais pardonnez-moi, les chars, les camions, ils font leur plein où dans les stations-service. Enfin, vous voyez, enfin, il y a des choses qui sont tout à fait surprenantes dans tout ça. La façon dont ils négocient aussi rapidement avec Loukachenko, qui est quand même l'inféodé type de Poutine. Moi, je serais Prigojine, qui est un voyou, une crapule, mais vous iriez vous jeter sous la patte du tigre Loukachenko qui peut l'abattre quand il veut sur ordre de Poutine. Enfin, tout ça est complexe et doit nous pousser à l'humilité et à la prudence. Oui, ce qui est troublant, c'est quand effectivement, notamment Prigojine, c'est vrai qu'il avait multiplié les critiques, non seulement contre le ministre de la Défense, chef d'état-major des armées, mais grosso modo, il disait que la guerre était malmenée, qu'il fallait l'écouter lui. Et en plus, il allait plus loin, en disant que les raisons données justifiant l'intervention en Ukraine étaient de fausses raisons. Donc c'était carrément une mise en cause de l'opération militaire spéciale. Donc là, il franchissait encore un degré supplémentaire. Ce qui était troublant, c'est de voir effectivement qu'il s'empare, guillemets, du QG de l'opération Rostov-sur-le-Don, qui prend un thé avec le vice-ministre de la Défense. Tout ça se passe tranquillement, même s'il faut se méfier du thé quand on boit effectivement avec des Russes, parce que parfois il est empoisonné, mais là tout va bien. Ils discutent tranquillement, ils marchent vers Moscou, on pense à Mussolini, la marche sur Rome, et puis finalement ils s'arrêtent sans que personne effectivement ait essayé de l'intercepter depuis le départ. Et on apprend qu'il y a eu des discussions toute la journée. Donc tout ça effectivement pose des questions, étonnant, et on n'a pas les réponses. Je dirais même qu'on n'a aucune réponse à toutes les questions qu'on se pose. Merci à tous les deux. On continuera d'en débattre. C'est important. Là, je vois que le ministre de la Défense, Shoigu,
serait en résidence surveillée depuis ce matin. Oui, oui. Et on dirait on dit qu'il pourrait être inculpé pour détournement de fonds. Vous voyez. Oui, donc il y a des choses quoi. On se demande s'il n'y a pas une. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas, c'est pas un billard à 3, 5, 10 bandes quoi. On utilise Prigojine. Dans un instant, on en parlera avec Valérie Expert, on en parlera avec Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, bien sûr, dans les vraies voix ce soir, on y reviendra. Et juste avant.